câble. J'en profite pour enregistrer le binaire et je laisse la parole à Daniel pour débuter la visio. Merci beaucoup, merci Cédric, merci Julien, merci Maori pour votre présence ce soir et bonjour à tous pour ce dernier webinaire de l'année, hein, puisque on arrive à la fin de l'année et on est juste à l'aube des fêtes. Et donc nous allons envisager aujourd'hui l'accident vasculaire cérébral. Alors, pour traiter l'accident vasculaire cérébral, pareil, je ne voulais pas essayer de refaire le chapitre que vous connaissez bien sur votre formation de premier secours en équipe, mais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, déjà, lorsque l'on examine quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, on vous demande de rechercher un certain nombre de signes, voire on vous demande d'effectuer des épreuves. En plus, c'est relativement intéressant parce que il existe une liaison très étroite entre les manifestations, les signes qui sont présentés par les victimes qui présentent un accident vasculaire cérébral et les lésions qui siègent au niveau du cerveau. Donc je serai peut-être un petit peu plus long au début sur la partie anatomie pour vous faire comprendre finalement comment ça se passe un accident vasculaire cérébral et pourquoi en fait la victime va présenter tel ou tel signe. Vous allez voir, c'est parfois un petit peu amusant d'ailleurs. J'espère que ça va vous apporter, en tout cas, vous aider à mieux comprendre l'accident vasculaire cérébral et l'intérêt de sa prise en charge, notamment par les secouristes, et d'une prise en charge rapide et efficiente pour limiter les conséquences de cet accident vasculaire cérébral. Ensuite, on reverra bien sûr le bilan. On est exactement un petit peu dans la même dynamique que la douleur thoracique. On est dans le cas des affections médicales et ce qui est important, en fait, c'est les bilans. Plus que les gestes de secours que vous allez réaliser, qui sont en fait des gestes de secours traditionnels et pas très spécifiques de l'AVC. Il y a deux éléments qu'il faut retenir dans les gestes de secours, mais après, le reste, c'est de la conduite à tenir classique. L'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau. Et on va voir comment ça se passe. On l'appelle de plusieurs noms. On l'a appelé ictus et on l'appelle aussi attaque cérébrale. Et en anglais, on parle plutôt de acute stroke, c'est-à-dire acute, c'est quelque chose qui survient brutalement. Stroke, c'est accident vasculaire. Et le terme d'accident en français est utilisé pour souligner l'aspect soudain, l'aspect brutal en fait de l'apparition de ce trouble. L'accident. Alors, je vous rappelle qu'on a des questions et on va débuter d'emblée par des questions tout au long de cette présentation. Je vais vous poser certaines questions. La première, elle va porter sur l'importance en fait de l'accident vasculaire cérébral dans la population et particulièrement en France. Et donc, voilà ce que je voulais vous demander dans les. Alors, je pousse un petit peu le truc qui est arrivé devant moi. Voilà, l'accident vasculaire cérébral, est-ce la première cause de handicap moteur acquis? Est-ce la troisième cause de mortalité chez la femme? Est-il bien pris en charge, quelle que soit la classe sociale? Est-il générateur de démence? Attention, plusieurs réponses peuvent être Oui, possibles. plusieurs réponses peuvent être justes. D'ailleurs, oui, effectivement, là, il y a plusieurs réponses. Alors, on a une victoire écrasante de la première cause de handicap moteur acquis. On nous dit également à 52% que c'est la troisième cause de mortalité chez la femme. 33% nous disent générateur de démence et 26% que c'est bien pris en charge, quelle que soit la classe sociale. Voilà, bon, alors, le résultat, premièrement, c'est effectivement la première cause de handicap moteur acquis. Acquis, ça veut dire qu'on n'envisage pas dans ce décompte les handicaps post-traumatiques, par exemple. Et c'est dans les cas des affections médicales, c'est l'accident vasculaire cérébral qui entraîne la première cause de handicap moteur acquis. Et c'est aussi un des plus grands générateurs de démence, en particulier chez la personne âgée. Deuxièmement, c'est pas la troisième cause de mortalité chez la femme, c'est la première cause de mortalité chez la femme, dans le cadre des affections. Et en plus, on a une diminution de l'âge de survenue des accidents vasculaires cérébrales, et on s'aperçoit que l'incidence des AVC augmente chez les personnes de moins de 65 ans, ce qui n'était pas le cas avant. L'accident vasculaire cérébral est vraiment un problème de santé publique. Il y a plus de 110 000 accidents vasculaires cérébraux qui sont hospitalisés par an. C'est quand même excessivement important.
Et il y avait une question qui vous posait sur la classe, que l'on posait sur la classe sociale. Eh bien, en fait, il y a un article qui est paru en 2022 sur le European Journal of Neurology qui montre qu'en France, en fait, les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents, plus graves et moins souvent pris en charge dans une unité spécialisée lorsque les personnes ont des revenus qui sont modestes. Et ça, c'est quand même important. Donc, il y a une différence, notamment une inégalité, j'allais dire, de prise en charge de l'accident vasculaire cérébral en France, une inégalité sociale et de genre. Et ça, c'est important. Alors, il existe deux types d'AVC. Premièrement, ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ischémique. En fait, c'est une artère cérébrale qui est bouchée, elle se bouche, et la partie du cerveau qui est vascularisée par cette artère qui est bouchée, eh bien, n'est plus vascularisée et risque de mourir. Et on va voir ce qui va se passer. L'obstruction, elle peut être liée par un spasme artériel, mais la plupart du temps, c'est une plaque d'athérome. On l'a vu dans la douleur thoracique et dans les maladies cardiovasculaires, et c'est exactement la même chose, mais ça se passe là au niveau du cerveau. Il y a une plaque d'athérome qui se constitue, qui ensuite, lorsqu'elle est altérée, va entraîner la constitution d'un caillot qui va boucher complètement le vaisseau. Et toute la zone, comme vous le voyez dans le schéma à gauche, qui est vascularisé par l'artère bouchée, eh bien, risque d'abord, dans un premier temps, de manquer de sang et d'oxygène, ce qu'on appelle l'ischémie, et ensuite de mourir. L'obstruction peut parfois ne pas être liée à une plaque d'athérome à l'intérieur d'un vaisseau, mais peut venir du cœur, notamment chez des patients qui présentent des fibrillations ventriculaires, c'est-à-dire des fibrillations auriculaires. Ce sont les oreillettes qui, en fait, ne se contractent pas normalement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des caillots qui se constituent dans l'oreillette. Et ces caillots qui se sont constitués dans l'oreillette peuvent parfois migrer dans les artères carotides, remonter dans le cerveau et aller se bloquer dans une artère du cerveau et entraîner la même complication qui est donc une ischémie de la partie qui est vascularisée par l'artère qui s'est bouchée. Et ce sont des causes qui sont effectivement fréquentes. L'AVC ischémique est la cause la plus fréquente de tous les accidents vasculaires cérébraux. La deuxième cause les plus courantes, c'est l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Là, c'est pas une obstruction, mais c'est le vaisseau qui va se rompre. La plupart du temps sur une malformation vasculaire, c'est ce qu'on appelle un anévrisme, et cela va entraîner une hémorragie, donc un saignement qui peut avoir lieu à l'intérieur du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie intracérébrale, mais parfois qui peut avoir lieu à l'intérieur, entre le cerveau et les méninges, c'est ce qu'on appelle les hémorragies sous-méningées ou extradurales que l'on peut rencontrer, souvent sous-durales, avec parfois une inondation carrément de sang dans le liquide céphalorachidien qui devient complètement rouge, avec une évolution qui est d'ailleurs souvent effectivement fatale. Donc deux grandes causes, soit c'est bouché, soit c'est un vaisseau qui s'est rompu et qui a entraîné donc une hémorragie. Les facteurs de risque qui peuvent contribuer à la survenue d'un accident vasculaire cérébral, vous revoyez qu'on retrouve tous les facteurs de risque, notamment qui aboutissent à la réalisation des plaques d'athérome. Par exemple, qu'on le voit notamment dans toutes les maladies cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le tabagisme, la consommation d'alcool excessive, la sédentarité, donc c'est-à-dire l'absence d'exercice physique régulier, l'hypercholestérolémie, notamment l'hypercholestérolémie familiale, dans certaines familles où on a des familles de cholestérol très élevées qui ont tendance justement à faire des AVC ou des maladies cardiovasculaires. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fibrillation auriculaire, pourquoi? Parce que elle facilite la création de caillots intra-auriculaires qui vont migrer ensuite dans la circulation générale pour aller se bloquer à l'intérieur d'une artère cérébrale. Ces facteurs de risque, je vous rappelle que c'est important de les connaître parce qu'il faut les rechercher lorsque vous interrogez votre patient. Je vous rappelle que dans le bilan complémentaire, lorsque vous interrogez vos patients, vous effectuez une recherche des antécédents, des maladies, l'hospitalisation, les traitements, les allergies et les facteurs de risque. Et vous avez là les facteurs de risque qui facilitent, ou tout au moins qui peuvent survenir, qui peuvent être à l'origine, à la longue, j'allais dire, de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Alors, partie donc anatomique pour comprendre comment ça se passe dans l'accident vasculaire cérébral. On va voir d'abord le cerveau, puis ensuite les vaisseaux. Le système nerveux, je vous rappelle qu'il est constitué de deux parties. Le système nerveux central, c'est ce que vous avez représenté en jaune sur le schéma de gauche, et le système nerveux périphérique, qui sont de l'ensemble des nerfs et des ganglions. Et dans ces nerfs, vous avez deux types de voies, ce qu'on appelle les voies afférentes, qui vont partir des organes pour remonter jusqu'au niveau du système nerveux central. Ce sont les voies de la sensibilité, hein, c'est tout ce qui remonte pour informer le système nerveux central, et les voies efférentes qui partent du système nerveux central pour aller vers les organes effecteurs, par exemple, qui vont partir du cortex pour aller vers un muscle pour lui demander de se contracter.
Au niveau du système nerveux central, il y a deux grandes parties, et ce sont ces parties-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'abord, ce qu'on appelle l'encéphale, c'est toute la partie qui est comprise à l'intérieur de la boîte crânienne, puisque la boîte crânienne va protéger ce système nerveux central, qui est composé du cerveau, avec un hémisphère droit et un hémisphère gauche, du cervelet qui est situé en arrière et du tronc cérébral, qui est la zone qui relie le cerveau à la moelle épinière qui est en dessous, qui elle va descendre dans le canal vertébral, constitué par l'empilement des vertèbres. Et là, le canal vertébral est la zone qui protège la moelle épinière. Ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux central. À côté de cela, vous avez donc le système nerveux périphérique. Vous avez deux types de systèmes nerveux. Le système nerveux somatique, qui est en fait toute la partie en fait qui est sous contrôle volontaire. Par exemple, lorsque vous dites je veux fléchir les doigts de ma main, je veux déplacer ma jambe, je veux contracter mon bras, tout ça, c'est du système somatique. En fait, ce sont des voies efférentes qui vont partir du cortex pour dire à vos muscles squelettiques de se contracter. Et vous avez le système nerveux végétatif qui est en fait l'action de commandement du cerveau sur la partie de votre corps, mais qui est totalement inconsciente. Vous n'avez pas vous-même, si vous voulez, une volonté de pouvoir le modifier. C'est notamment le contrôle de tous les muscles lisses. Les muscles lisses sont par exemple les muscles du tube digestif. On ne peut pas les accélérer ou les ralentir. Votre organisme le fait tout seul. La sécrétion des glandes et notamment des hormones. Et tout aussi ce qui contribue à l'homéostasie, c'est-à-dire à la ventilation, au maintien d'une fréquence cardiaque correcte, au maintien d'une pression artérielle correcte et d'un fonctionnement de l'organisme de base, si vous voulez, normal. Je ne viens pas dans le détail, mais le système nerveux végétatif est séparé en deux systèmes différents, et on le reverra peut-être dans d'autres thèmes. C'est le système nerveux orthosympathique, qui est surtout le système nerveux de l'alerte, celui qui vous éveille, celui qui, lorsqu'il existe un risque ou un danger, va augmenter votre fréquence cardiaque, va vous demander de fuir. Et à côté de ça, vous avez le système nerveux parasympathique, qui est au contraire, qui est un mécanisme régulateur. C'est lui qui fait fonctionner de base, j'allais dire en sommeil, votre organisme, et qui a plutôt tendance justement à l'inhiber, alors que l'autre a tendance plutôt à l'exciter. Alors, une question, l'accident vasculaire cérébral d'origine ischémique est lié, je viens de vous en parler, voir si vous avez bien retenu, à une malformation vasculaire, à l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot ou un spasme, ou à une rupture d'une artère cérébrale. Ah ben alors là, 93% des personnes nous disent à l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot ou un spasme. Victoire écrasante du coup du choix numéro 2 sur cette question. Bon, effectivement, vous avez raison. D'une part, vous êtes bon, ou alors vous avez très bien écouté. C'est parfait. Effectivement, l'accident vasculaire cérébral ischémique, je dis bien ischémique, c'est lié à une obstruction en fait d'une artère. Cette obstruction peut avoir lieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sur une plaque d'athérome par la constitution d'un caillot ou d'un spasme qui va boucher l'artère. La rupture d'une artère va entraîner un accident vasculaire cérébral hémorragique, ce qui est le cas souvent lorsqu'il existe une malformation vasculaire. Alors, il faut que je clique. Voilà, donc c'est fallait répondre la deuxième solution. Alors, maintenant, on va parler de l'encéphale. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là que vont survenir les accidents vasculaires cérébraux. L'encéphale, il est composé de quoi? Il est composé de plusieurs parties, d'une partie droite et une partie gauche. C'est ce que l'on appelle les hémisphères. Ces hémisphères, ils ne sont pas plats. Ils sont, disons, ce qu'on appelle des circonvolutions. Des circonvolutions qui augmentent en fait la surface de votre cerveau. Si on n'avait pas ça, il faudrait qu'on ait des grosses têtes pour avoir la même, j'allais dire, pour avoir la même puissance en matière d'intelligence. Si on n'avait pas ces circonvolutions, avec le volume de cerveau tel qu'on l'a et une superficie beaucoup moindre, on serait moins intelligent. Là, vous avez donc une surface qui est augmentée par ces circonvolutions. Et il y a au niveau des encéphales des séparations, c'est ce qu'on appelle des sillons. Vous avez un sillon qui sépare, qu'on appelle le sillon latéral. Vous avez un autre sillon qui est le sillon central, qui est vertical. Et puis, ces sillons vont séparer le cerveau en différents lobes. Il y a 6 lobes. Un lobe qui est situé en avant, on appelle ça le lobe frontal. Un lobe qui est situé de chaque côté, donc à droite et à gauche, de même que le lobe frontal, il y a le droit et le gauche, qui est situé au-dessus de l'oreille au niveau de la tempe. On l'appelle le lobe temporal, il est séparé du lobe frontal par le sillon latéral.
En arrière, vous avez ce qu'on appelle un sillon pariéto-occipital. On ne le voit pas anatomiquement, mais en fait, il existe, j'allais dire plutôt virtuellement, qui va isoler un lobe qui est le lobe occipital, qui se situe en arrière au niveau de l'occiput, c'est pour ça qu'on l'appelle le lobe occipital. Et entre le lobe frontal et le lobe occipital, il existe une paroi qui les sépare, que l'on appelle le lobe pariétal, paroi, lobe pariétal. Il existe d'autres lobes, hein, il en existe deux autres, mais puisque je suis sur cette photo, vous avez en dessous du cerveau ce qu'on appelle le cervelet, et entre le cerveau et la moelle épinière, le tronc cérébral. Où sont les deux autres lobes qu'on ne voit pas? Eh bien, il faut aller les rechercher parce qu'ils sont en fait à l'intérieur, ils sont cachés. Lorsqu'on écarte le lobe temporal du lobe frontal, on va trouver un autre lobe qu'on appelle le lobe de l'insula. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est une île au milieu de l'océan insulaire, donc on appelle ça le lobe de l'insula. Et il y a un autre lobe qui est aussi un petit peu virtuel, que l'on appelle le lobe limbique. Quand on le regarde, il ressemble un petit peu à un membre inférieur ou un membre. Donc membre, c'est limbe en anglais, c'est pour ça qu'on appelle le lobe limbique. Donc il y a des lobes, et ces lobes ont des vascularisations qui sont différentes, on va le revoir. Le cerveau, il n'est pas vascularisé par une seule artère. Imaginez que vous ayez un cerveau qui soit vascularisé par une seule artère. Si cette artère se bouche, c'est cuit. Donc c'est quand même bien foutu. Eh bien, il y a plusieurs artères qui vont contribuer à la vascularisation du cerveau. En tout, il va y en avoir 4. 2 à droite, 2 à gauche. En avant, vous avez l'artère carotide interne. Cette artère carotide, elle provient de la division de l'artère carotide interne provient de la division de l'artère carotide, qui est située en avant du cou, qui passe à côté de la glotte, de l'épiglotte. D'ailleurs, quand on le ressemble anatomiquement, on dirait une carotte. C'est pour ça qu'on appelle ça l'artère carotide. Cette artère carotide donne une artère qui va vasculariser la face, on appelle ça la carotide externe, et une carotide interne qui va monter vers le cerveau. Et en arrière, vous avez à droite et à gauche 2 artères qui vont être contre la colonne vertébrale, c'est 2 artères vertébrales. Donc vous avez 4 artères qui vont arriver au niveau du cerveau. En avant, 2 carotides, en arrière, 2 vertébrales. L'artère vertébrale, elle va donner une artère qui va vasculariser la partie postérieure du cerveau, c'est l'artère cérébrale postérieure. L'artère carotide, qui est située en avant, mais en fait au milieu du cerveau, vous voyez que même si elle est située en avant du cou, elle est située au milieu du cerveau, elle va donner l'artère cérébrale moyenne. Il faut bien aussi qu'il y ait une artère qui aille en avant, mais comme l'artère carotide est quand même une très grosse artère, elle va donner aussi une artère qui va aller vasculariser la partie antérieure du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'artère cérébrale antérieure. Donc là, vous avez maintenant 3 artères. Vous avez 2 artères carotides, 2 artères vertébrales, et là, vous allez avoir 2 artères cérébrales postérieures droite et gauche, 2 artères cérébrales moyennes droite et gauche, 2 artères cérébrales antérieures droite et gauche. Donc ça fait déjà 6 artères qui vascularisent votre cerveau. Et là aussi, comme la nature est bien faite, vous allez me dire, si une artère se bouche, eh bien, il y a une partie, la partie postérieure ou la partie antérieure ou la partie moyenne du cerveau qui ne sera plus vascularisée. Eh bien non, parce qu'il existe un deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les anastomoses, c'est-à-dire qu'il existe un mécanisme vasculaire qui va permettre de passer d'une artère à une autre, si bien que même s'il y a une artère qui se bouche, les autres artères peuvent amener le sang et compenser l'artère qui s'est bouchée. Alors ça, c'est un schéma qui permet de comprendre. Alors anatomiquement, il est beaucoup plus compliqué. Il est là, ce schéma. Alors oubliez-le. Hein. Vous avez en arrière les 2 artères vertébrales, droite et gauche, qui d'ailleurs se réunissent en une seule artère pour donner l'artère basilaire, c'est le tronc basilaire TB, qui vont donner l'artère cérébrale postérieure, droite et gauche. C'est ce que je viens de vous dire. Les 2 artères carotides en avant vont donner l'artère carotide moyenne. Elles vont donner en avant les artères carotides antérieures. Et puis maintenant, on va créer des anastomoses pour qu'elles puissent s'échanger leur sang entre elles. En avant, les 2 carotides antérieures vont s'échanger le sang grâce à une artère communicante qui communique l'artère carotide antérieure droite avec la gauche. Donc s'il y en a une qui se bouche, le sang peut passer de l'une à l'autre par cette communicante. Et en arrière, l'artère carotide droite ou gauche communique avec les artères cérébrales postérieures. Et donc, vous avez une espèce de polygone, ce qu'on appelle le polygone artériel. C'est Thomas Willis qui l'a développé, c'est pour ça qu'on appelle le polygone de Willis. Et en fait, il est
il est important. Globalement, ça, si on peut le représenter, vous avez 4 artères qui arrivent et un cercle artériel au-dessus. Et à partir de ce cercle partent les artères cérébrales. Et il existe un autre mécanisme anastomotique, c'est à l'extrémité de ces artères encore vont se rejoindre. Et vous comprenez que tout ça va permettre de mieux vasculariser le cerveau. Ces systèmes d'anastomose fonctionnent d'autant plus que, j'allais dire, l'obstruction survient lentement, parce que quand une obstruction survient lentement, les anastomoses vont se développer. Quand l'obstruction est brutale, les anastomoses, malheureusement, n'ont pas la possibilité de se développer, et à ce moment-là, vous allez avoir des manifestations que l'on rencontre bien sûr dans l'AVC. Chaque artère va vasculariser une partie du cerveau, vous le revoyez là. Les artères cérébrales antérieures vont vasculariser la partie que vous avez en rouge, c'est-à-dire particulièrement la partie interne, c'est-à-dire intra-hémisphérique du cerveau. Les artères cérébrales moyennes vont vasculariser la partie qui sont externes et les artères cérébrales postérieures vont vasculariser les parties qui sont postérieures au cerveau. Et là, vous avez ce qu'on appelle les territoires vasculaires. Donc, vous comprenez bien que si vous avez une obstruction, par exemple, de l'artère cérébrale moyenne gauche, eh bien, vous allez avoir la partie bleue à gauche ici qui va souffrir d'un manque de sang, de manque d'oxygène. Et si les systèmes anastomotiques fonctionnent mal, eh bien, cette partie-là va progressivement mourir si on n'intervient pas rapidement pour déboucher cette artère. Naturellement, les centres nerveux qui sont situés dans cette zone-là, alors j'essaie de vous mettre le pointeur, voilà. Les centres nerveux, les centres nerveux qui sont situés là vont souffrir et bien sûr peuvent entraîner des manifestations et des signes que l'on va le voir lorsque vous allez examiner votre patient et on va tout à l'heure l'expliquer tout ceci. Donc, les artères cérébrales postérieures vont vasculariser la partie postérieure et occipitale, je vous l'ai dit, et les artères vertébrales et le tronc basilaire vont vasculariser surtout le cervelet et le tronc basilaire. Et le tronc basilaire, voilà ça. Deux phénomènes importants qu'il faut comprendre lorsque l'on prend en charge un accident vasculaire cérébral, lorsqu'on l'examine. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de décussation et d'homonculus. Alors, si vous allez me dire, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas très compliqué du tout. On va, pour comprendre, prendre deux parties du cerveau qui sont importantes. Cette partie-là, ici, que vous avez là, en rouge, qui correspond à une partie, qui se situe dans la partie postérieure du lobe frontal, on appelle ça la frontale ascendante. Et en arrière, on est dans le lobe pariétal, et là, vous avez ce qu'on appelle la pariétale ascendante. Il faut savoir que la frontale ascendante, droite ou gauche, c'est à ce niveau-là que parte l'information qui va informer vos muscles pour se contracter. C'est la partie motrice. Les mouvements volontaires vont partir de là. La partie bleue que vous avez en arrière, la partie pariétale ascendante, c'est à cet endroit-là qu'arrivent les sensations. Quand on vous touche la main, c'est à ce niveau-là que l'information va arriver. Donc ici, partent des voies afférentes qui vont aller vers les muscles. Ici vont arriver les voies efférentes qui arrivent de la peau. Alors, on va rester dans ces zones-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Donc, je ne savais pas que j'avais cette diapo. Voilà. La frontale ascendante, c'est l'aire motrice. Et la circonvolution pariétale ascendante, c'est l'aire sensitive, quand vous touchez. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vous avez ici un cerveau coupé en frontale, avec ici votre tronc cérébral et en dessous la moelle épinière. Voilà les voies nerveuses. On va maintenant regarder les voies nerveuses qui se situent ici. Nous sommes au niveau de la pariétale ascendante. Ce sont les voies sensitives. Donc, vous avez la peau, ici, qui a des récepteurs sensitifs. Par exemple, quand on touche la peau, vous allez avoir une information qui va être transmise au niveau du cerveau. Vous voyez, c'est ce qui est en vert. L'information va monter, et cette information, comme vous le voyez, elle va aller, lorsque l'on est, par exemple, s'il s'agit en bas de la main droite, eh bien, l'information va monter dans la moelle épinière, dans le tronc cérébral, elle va croiser pour arriver au niveau du cortex cérébral du côté opposé. Vous avez donc un croisement. Lorsqu'on vous touche la main droite, l'information va arriver au niveau du cortex gauche parce que ça se croise au niveau du tronc cérébral. C'est pareil pour les voies efférentes, c'est-à-dire les voies qui sont motrices. Votre information, elle va partir du cortex moteur, elle va descendre, croiser au niveau du tronc cérébral pour aller contracter le muscle qui est situé du côté opposé. Donc, vous avez là aussi un croisement de l'information. C'est ce qu'on appelle la décussation. Donc, lorsque vous constatez
un problème moteur ou sensitif à droite, en fait, c'est le cortex gauche qui est atteint. Et lorsque l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si vous constatez des troubles cliniques qui siègent à gauche, eh bien, c'est votre cortex droit qui est atteint. Il y a un croisement, c'est une décussation. Deuxièmement, l'homonculus. Vous avez peut-être vu ce dessin qui est un homme ridicule. Homme, ridicule, culus, homonculus. Alors, cet homoncule, en fait, c'est la représentation de votre corps par le cerveau. Voilà comment votre cerveau vous voit. On s'aperçoit que les zones qui sont les plus importantes, notamment la main, la partie inférieure de la face, la langue, où vous avez toutes les sensations, le goût, l'odorat, sont très développées au niveau de votre cerveau, parce qu'il y a énormément de récepteurs sensitifs et de nerfs dans la main. Il y a énormément de nerfs, il y en a beaucoup plus que dans le bras et dans l'avant-bras. C'est pour ça que la représentation de votre cerveau, de votre corps dans votre cerveau, elle est complètement déformée. Alors, reprenons le schéma que l'on a vu tout à l'heure. Vous êtes ici à droite, ce qu'on appelle la frontale ascendante, c'est la partie motrice. Ici, on est dans la partie sensitive. Ça veut dire que, par exemple, si je porte quelque chose à mes lèvres ou je goûte quelque chose, l'information va monter, croiser, et elle va aller informer cette partie-là du cerveau. Et on est dans la partie basse. Naturellement, si je monte, si c'est la main, l'information, elle va arriver plus haut. Si c'est le bassin, ça va arriver encore plus haut. Et si c'est les membres inférieurs, ça va arriver entre les deux hémisphères, c'est-à-dire encore plus haut. Et donc, vous voyez, et c'est la même chose de l'autre côté, lorsque par exemple, alors ici c'était moteur, excusez-moi, je me suis trompé, mais ici, par exemple, lorsque vous touchez, par exemple, les gencives ou la langue, ça va arriver ici. Alors que ici, si je stimule à ce niveau-là, je vais contracter ma bouche et inversement. Donc, l'information, lorsque elle arrive en bas, eh bien, elle provient du haut du cerveau ou le contraire. Donc, vous avez ici, par exemple, des informations qui arrivent au niveau de la hanche, eh bien, qui vont arriver dans la partie haute du cerveau. Et toutes les informations qui arrivent de la partie inférieure du corps, elles arrivent dans la partie complètement en haut et entre les deux hémisphères au niveau du cerveau. Donc, si je reprends la décussation et l'homonculus, non seulement vous avez un croisement de droite à gauche, mais vous avez aussi un croisement de haut en bas. C'est-à-dire que quand vous avez des signes cliniques qui apparaissent aux membres inférieurs, c'est la partie haute de votre cortex qui est lésée. Et lorsque c'est le membre supérieur ou la face qui sont atteintes, en fait, c'est la partie inférieure de votre cortex qui est lésée. D'où, je crois que j'ai une petite... Bon, je vais arriver tout à l'heure à une question. Donc, vous avez non seulement un croisement, mais vous avez aussi un sans dessus-dessous pour comprendre finalement où se situent les lésions cérébrales. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'il y a une lésion cérébrale à un endroit, le traitement, pour être réalisé rapidement, doit savoir à quel endroit se situe la lésion pour savoir quelle est l'artère bouchée, pour savoir si on peut la déboucher rapidement. On a travaillé ici sur le lobe frontal et le lobe pariétal avec la frontale ascendante et la pariétale ascendante qui sont des zones motrices et sensitives, mais chaque partie du cerveau a une fonction bien précise. Je les passe assez rapidement, mais vous pourrez les revoir. Vous voyez, le lobe frontal, c'est ce qui vous permet de résoudre les problèmes. Ce sont les zones du langage, de l'attention, du raisonnement, et puis l'activité motrice volontaire, on vient de le voir. Le lobe pariétal, c'est ce qui vous permet de différencier la droite de la gauche. C'est là où vous avez toute la sensation, on vient de le voir, hein, c'est la pariétale ascendante. C'est la zone de la lecture, de l'orientation, tout ce qui est calcul mathématique, c'est fait dans cette zone-là. La lecture, l'écriture, c'est à ce niveau-là que ça se fait. Au niveau du lobe occipital, c'est le lobe de la vision et de tout ce qui provient des yeux. Vision, interprétation visuelle, perception des couleurs. Le lobe temporal, c'est le comportement, la mémoire, l'audition, la compréhension du langage, les sensations. Le cervelet, c'est là tout ce qui vous permet d'équilibrer vos mouvements, la coordination des mouvements, l'équilibre. Ce qui est important, c'est parce que c'est par exemple, lorsque vous avez une intoxication à l'alcool, les intoxications alcooliques, elles inhibent le cervelet. C'est pour ça qu'on a une démarche qu'on appelle la démarche ébrieuse, la démarche d'une personne qui a trop bu, parce qu'on va inhiber le cervelet. Mais un accident vasculaire cérébral qui survient au niveau du cervelet, ça va donner les mêmes signes. Il ne faudra pas le confondre avec une intoxication alcoolique. Mais ça donne exactement la même chose. Et le tronc cérébral est aussi très important parce que c'est là
que se situent les centres de votre système nerveux, notamment végétatif, c'est-à-dire les centres de la ventilation, les centres de la régulation cardiovasculaire, les centres de la digestion, de la déglutition, de la température, de la transpiration, de la conscience et de la vigilance. La conscience et la vigilance, c'est à ce niveau que ça se situe. Et vous comprenez bien que toute obstruction d'un vaisseau qui siège à ce niveau-là va entraîner une ischémie de cette zone et peut entraîner une perte de connaissance. Alors que si vous avez une ischémie qui siège dans la pariétale ascendante, dans la frontale ascendante, qui est la zone motrice, eh bien vous allez avoir une paralysie motrice. Il y a aussi, et j'en terminerai par là pour cette cartographie cérébrale, deux zones qui sont importantes, c'est le langage. Ça c'est important parce qu'on va vous demander de le préciser lorsque vous allez examiner votre patient. Il y a deux aires dans le langage. Une aire qu'on appelle l'aire motrice, c'est celle qui va permettre de parler, de mettre en jeu les muscles qui vont vous parler, qui vont vous permettre de parler, les muscles de la parole. On appelle ça l'aire de Broca, mais vous pouvez l'oublier. Et il y a une deuxième aire qui se situe en arrière, qui est l'aire de la compréhension du langage. C'est-à-dire, j'ai ce que je veux dire, j'ai compris ce que je veux dire, et je vais le transformer en influx mécanique pour ensuite parler. Et ces deux aires sont bien sûr étroitement reliées par des faisceaux qui vont relier ces deux aires-là. Et lorsque quelqu'un a un trouble de la parole, vous allez analyser ce trouble de la parole et vous pourrez savoir, en expliquant comment il parle, s'il s'agit d'une atteinte de l'aire motrice ou s'il s'agit d'une atteinte de l'aire de la compréhension. Et on va y revenir tout à l'heure. Une petite question. Si une personne présente une paralysie du membre supérieur droit et de la face, paralysie du membre supérieur droit et de la face, c'est le cortex supérieur gauche qui est atteint, c'est le cortex supérieur droit qui est atteint, c'est le cortex inférieur gauche qui est atteint, ou c'est le cortex inférieur droit qui est atteint? J'ai ma mère qui est à côté. Elle essaie de jouer aussi avec ce que tu es en train de, tout ce que tu as raconté, en train de dire, attends, je crois que c'est à gauche, et en train de faire des signes, etc. C'est drôle. Je fais participer ma mère à cette vidéo, c'est génial. J'en profite de dire, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la partie questions et réponses Q et R en bas à gauche de Zoom. On y reviendra en fin de visio. Et puis, petite mention à Daniel, quelqu'un qui dit, vous expliquez très bien. Donc, voilà. Le temps de tout ça, je pense que tout le monde a pu répondre, en tout cas une grande majorité. On a 66% des personnes qui nous disent que c'est le cortex inférieur gauche qui est atteint. 26% nous disent que c'est le cortex supérieur gauche qui est atteint. Et 4% nous disent le côté droit. Voilà, alors c'est relativement facile, et tout simplement, vous prenez membre supérieur, vous l'inversez, c'est inférieur, droit, vous le versez, c'est gauche. Je vous ai dit que ça décusse au milieu, c'est-à-dire la droite et la gauche, et le haut est en bas. Donc c'est assez facile si vous voulez. Alors ceci est valable bien sûr pour toutes les paralysies motrices sensitives. Après il y a certaines parties dans le cerveau, c'est un petit peu différent, hein, mais j'essaie d'être le plus simple, en tout cas de vous expliquer ce qui vous intéressera ensuite quand vous allez examiner votre patient. Allez, pour ceux qui ont bien suivi, un petit peu plus compliqué, je crois que j'en ai une autre après, si mes souvenirs sont bons. Oui. Si une personne présente une paralysie du membre supérieur droit et de la face, maintenant, quelle artère est concernée? Ah, ça y est, il y a une réponse. Personne ne répondait. Je pense que tout le monde a essayé de regarder. Est-ce que c'est l'artère cérébrale moyenne qui est droite qui est concernée? Est-ce que c'est l'artère cérébrale antérieure gauche qui est concernée? Est-ce que c'est l'artère cérébrale postérieure gauche qui est concernée? Est-ce que c'est l'artère cérébrale moyenne gauche qui est concernée? Et là, ça y est, ça commence à se titiller un petit peu plus. Ou, C'est un peu plus compliqué. c'est ça. Voilà, il faudrait reprendre le dessin que vous avez eu tout à l'heure pour voir que la zone en fait motrice, c'est-à-dire la frontale ascendante, elle est vascularisée par l'artère cérébrale moyenne. Vous vous rappelez, c'est au milieu du cerveau. Et l'artère qui arrive au milieu du cerveau, c'est l'artère cérébrale moyenne. Et bien sûr, du côté opposé, si on est à droite, eh bien c'est l'artère cérébrale moyenne gauche, en fait. Attendez, voilà. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de faire passer. Voilà. Bon, donc, vous voyez, on va maintenant expliquer quelles sont les conséquences, et puis c'est important de comprendre les conséquences parce que vous allez comprendre pourquoi on fait ce traitement, en fait. Hein. L'AVC, dont on la voit, il entraîne une diminution, voire un arrêt brutal d'une partie de la circulation sanguine, une ischémie des cellules nerveuses, et on va voir comment ça va évoluer. Et je vais vous montrer le schéma plutôt
juste après, qui est peut-être un peu plus intéressant. Regardez, vous avez le cerveau. Vous avez un accident vasculaire cérébral qui survient. À ce niveau-là, vous avez une artère qui est bouchée. Ici, dans ce domaine-là, c'est une artère cérébrale moyenne. Cette artère cérébrale moyenne, quand elle est bouchée, vous allez avoir toute une zone qui va moins recevoir du sang puisqu'elle est bouchée. Tant qu'elle reçoit plus de 15 ml par minute pour 100 grammes de cerveau, ça va. Le cerveau le supporte. Mais si le débit devient inférieur à 15 ml par minute pour 100 grammes de cerveau, à ce moment-là, les cellules nerveuses vont s'arrêter de fonctionner. Elles se mettent au repos. On appelle ça la zone de pénombre. Elles n'ont pas suffisamment d'oxygène pour fonctionner. Au bout de 30 minutes, si le débit n'augmente pas, au bout de 30 minutes, si le débit n'augmente pas, ou si le débit reste inférieur à 10 ml minute pour 100 grammes, à ce moment-là, les neurones vont mourir. Et la zone d'ischémie, cette pénombre, va être transformée en nécrose. La nécrose, c'est irréversible. Les neurones qui meurent ne ressusciteront jamais. Et je vous rappelle qu'on a un certain nombre de neurones à la naissance et qui ne se multiplient pas dans la vie. Donc, on en perd tous les jours. Donc, au bout de 30 minutes, si on reste avec des débits qui sont bas, à moins de 3 minutes après, eh bien, on a une nécrose qui se constitue. N'oubliez pas qu'il y a un système d'anastomose qui fonctionne, donc tout ne mourra pas d'un coup. Mais ce qui va mourir d'un coup, c'est d'abord les cellules qui sont les plus proches de la zone qui est bouchée. Si on laisse faire, au bout de 2 heures, cette zone nécrotique va s'étendre. Et toute la pénombre, au bout d'un moment, va se transformer en nécrose. Et lorsque tout sera nécrosé, soit effectivement la nécrose est très importante et n'est plus compatible avec la vie et la victime va décéder, soit la victime ne décède pas, mais toute cette zone de cerveau qui n'existe plus, eh bien elle manque au fonctionnement et ça sera des séquelles. Si on intervient rapidement, dans les 2 premières heures, pour déboucher le vaisseau, à ce moment-là, on va réapporter du sang au niveau de la zone de pénombre, la zone qui est ischémiée, et à ce moment-là, les neurones vont se remettre à fonctionner et on va avoir des séquelles qui seront moindres, qui vont dépendre bien sûr de la durée, mais aussi de l'étendue de l'obstruction. D'où l'importance de la rapidité du débouchage de l'artère qui est bouchée. C'est pour ça que dans un accident vasculaire cérébral, à partir du moment où ça commence, il faut que l'on intervienne dans les 3, voire ça en fonction des artères qui sont bouchées, mais il faudrait intervenir dans les 2 à 3 à 4 heures, parce qu'après, on aura beaucoup de mal à récupérer toutes ces zones qui sont ischémiques. Alors, juste un mot sur l'accident ischémique cérébral transitoire, parce que souvent on me pose la question. Il faut savoir qu'un AIT, en fait, c'est un AVC, mais qui se bouche et qui se débouche, qui se bouche, qui se débouche, et qui va finir par se boucher complètement. Donc, l'obstruction se résorbe, mais il y a quand même à un endroit un rétrécissement, et à un moment, ça va finir par se boucher. Donc, on considère qu'un accident ischémique cérébral transitoire, ça a la même valeur pronostique qu'un AVC, et on le traite comme un AVC. C'est pas moins grave ou plus grave, c'est la même chose qu'un accident vasculaire cérébral. Alors, que doit-on faire à partir de toutes ces explications, si vous voulez, dans la prise en charge? Vous voyez que dans la prise en charge d'une victime qui est suspecte d'un accident vasculaire cérébral, vous avez 2 parties. On retrouve exactement la même chose dans la prise en charge de la douleur thoracique que l'on a vu dans notre première visio. D'abord, dans le bilan, il faut rechercher la présence d'un trouble de la conscience qui peut engager le pronostic vital de la victime. N'oublions pas que dans un premier temps, il faut rechercher ce qui tue en premier et traiter ce qui tue en premier. Ici, ce qui risque de tuer, c'est si vous avez une atteinte du tronc cérébral, vous allez avoir une perte de connaissance. La perte de connaissance ou l'ischémie de certaines zones va entraîner des difficultés pour avaler, des difficultés notamment du tonus de la langue qui va boucher, qui va arrêter la ventilation. Et si vous avez des troubles de l'airway, vous avez un risque du passage du liquide gastrique dans les voies respiratoires. Donc là, vous avez l'urgence. Il faut à tout prix prévenir donc la survenue d'un arrêt de la respiration chez une victime qui présente un trouble de la conscience à la suite d'un accident vasculaire cérébral. La survenue d'un trouble de la conscience brutal chez une personne, dans le cas d'une infection médicale qui n'a pas reçu de coup sur la tête, qui n'a pas eu de traumatisme, une perte de connaissance brutale qui survient chez une personne, la première cause à laquelle il faut penser, c'est l'accident vasculaire cérébral. Deuxièmement, il va falloir rechercher tous les arguments en faveur de l'orientation de la victime dans une filière de soins.
Je vous avais parlé des filières de soins dans la douleur thoracique. L'accident vasculaire cérébral, c'est une filière de soins. Vous apportez un accident vasculaire cérébral que l'on peut désobstruer dans un service d'urgence, vous lui faites perdre 12 à 24 heures de traitement. Donc, il vaut mieux l'amener rapidement dans le service le plus adapté où on débouchera son artère qui est bouchée. Et il faut demander un avis médical et on verra que dans ce cas-là, on fait souvent des conférences à 3 avec le service de neurologie qui lui cherche à savoir si vraiment il peut faire quelque chose très rapidement ou pas pour améliorer ce patient. Les gestes, on va les voir rapidement. Il y a 2 éléments importants à retenir dans les gestes de premier secours à réaliser. Alors, le bilan, toujours pareil, hein, on revient sur notre bilan. Vous le retrouvez là, bilan de circonstance, bilan d'urgence vitale, bilan complémentaire. Pour ceux qui utilisent les regards, premier regard, deuxième regard, troisième regard, quatrième regard. On retrouve ce que j'appelle moi la méthode Aramis, ça me fait toujours penser aux 4 mousquetaires. Hein. Le bilan de circonstance, j'approche. Bilan d'urgence vitale, je recherche ce qui tue en premier. J'apprécie les fonctions vitales, fonctions respiratoires, fonctions circulatoires, fonctions neurologiques. Une fois que j'ai fait ça et en même temps, je mesure mes fonctions vitales. Bilan complémentaire, j'interroge le patient pour lui faire préciser l'histoire de la maladie. Alors, j'interroge le patient ou son entourage, l'histoire de la maladie. J'examine le patient et ensuite, je réalise un scoring si c'est nécessaire. Et là, justement, dans l'AVC, on a du scoring. Alors, dans la recherche, je vous l'ai dit, il faut rechercher l'existence d'un trouble de la conscience. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé tout à l'heure. Je recherche en premier ce qui tue en premier parce que je vais mettre en œuvre des gestes de premier secours immédiats. On va les revoir tout à l'heure. Deuxièmement, je vais apprécier mes 3 fonctions vitales, ma fonction respiratoire, ma fonction circulatoire. N'oubliez pas que la fonction ventilatoire peut être altérée dans un AVC, ma fonction circulatoire et ma fonction neurologique. Là, je vais rechercher s'il existe un trouble de la vigilance, puis je vais demander à la personne, serrez-moi la main, est-ce que vous me sentez quand je vous touche? Donc, vous recherchez si vous avez une paralysie motrice ou sensitive de un ou plusieurs membres. Ce qui d'ailleurs va vous faire, si elle existe, va vous faire penser à un accident vasculaire cérébral. Vous allez mesurer quoi? Vous allez mesurer vos fonctions vitales. Je ne les ai pas mises là, mais bien évidemment, vous allez mesurer votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, vous allez mesurer la SpO2, vous allez mesurer la pression artérielle, on va voir tout à l'heure l'importance. Mais ici, il y a 2 éléments importants. Le niveau de conscience, si vous avez une altération de la conscience, et donc vous pouvez utiliser la technique VDA ou AVPU pour ceux qui utilisent la technique anglo-saxonne. Est-ce que la victime est éveillée, répond très facilement, converse facilement avec vous? Est-ce que la victime est endormie, mais répond quand je la stimule verbalement? Ou est-ce que la victime est endormie, ne répond pas à la stimulation verbale, mais répond à la stimulation, j'allais dire douloureuse, quand on lui comprime un doigt? Ou alors est-ce qu'elle ne répond pas du tout? C'est ce qu'on appelle le coma profond. Donc vous avez là évalué le niveau de conscience de votre victime. Si vous utilisez le score de Glasgow, vous pouvez utiliser le score de Glasgow à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, n'oubliez pas de mesurer la glycémie parce qu'on va voir l'importance de la glycémie. La glycémie et la perte, la diminution du taux de sucre dans le sang va entraîner une diminution de sucre au niveau du cerveau et les manifestations cliniques d'une hypoglycémie sont les manifestations cliniques d'une détresse neurologique. Une hypoglycémie peut simuler un AVC. Vous avez tous les signes de l'AVC, mais ce n'est pas un AVC parce que quand vous faites de la glycémie, vous avez une hypoglycémie. Vous resucrez votre patient et tous les signes de l'AVC vont disparaître. C'était pas un AVC, c'était une hypoglycémie. Donc il faut éliminer l'hypoglycémie, donc n'oubliez pas de mesurer la glycémie chez ces patients-là. Ensuite, vous allez les interroger. Alors, quels sont les signes que l'on rencontre chez les patients qui font des accidents vasculaires cérébraux? Mal de tête brutal, intense, inhabituel, qui est le signe d'une ischémie, mais souvent de malformation vasculaire et souvent d'hémorragie cérébrale. Vous pouvez avoir des troubles de l'équilibre, n'oubliez pas, notamment pour les AVC qui siègent dans la partie postérieure du cerveau, notamment au niveau du cervelet, ce sont des obstructions généralement des artères cérébrales postérieures. Les anglo-saxons appellent ça balance. Je vous en parle du balance, parce qu'on va le voir tout à l'heure dans les scores. Vous avez l'engourdissement d'un ou plusieurs membres ou du visage, c'est la victime qui dit « je ne peux plus attraper, j'ai tout qui tombe, chaque fois que j'attrape quelque chose, ça tombe. J'ai du mal à voir, je ne peux plus voir d'un œil, ou j'ai du mal à voir, j'ai des troubles de la vue, j'ai une faiblesse musculaire d'un ou plusieurs membres, ou alors vous constatez, ou alors la victime a du mal à parler. » Donc ça, c'est à l'interrogatoire. Tous ces éléments-là vous font dire « il a tous ces troubles-là, vous avez constaté, il a du mal à serrer la main, il a un trouble de l'équilibre, il a un mal de tête, il a un engourdissement, il a du mal à attraper les objets, il a du mal à sentir quand je le touche, il a un trouble de la vue. » Immédiatement, dans votre esprit, ça doit faire penser à accident vasculaire cérébral. Et là, vous allez l'examiner, la deuxième phase de votre bilan complémentaire.
j'examine le patient. Et là, vous allez faire un examen spécifique pour l'accident vasculaire cérébral. Cet examen spécifique, c'est quoi? Premièrement, attendez, excusez-moi, hop, nous y voilà. C'est l'épreuve de la grimace. Pourquoi? Parce que vous avez des fois des AVC, on ne les voit pas très bien, notamment au niveau de la face. Mais il suffit que vous demandiez à votre patient, à votre victime, de faire une grimace, comme vous l'avez ici sur ce dessin, on appelle ça le faciès sardonique. Hein, c'est cette espèce de grimace que l'on voit sur les temples grecs. Là, hein. Vous lui demandez de faire la grimace et de montrer les dents. Et des fois, juste en faisant ça, tout d'un coup, vous voyez, paf, il y a une partie qui tombe, qui s'effondre. C'est la partie paralysée. La partie paralysée, pour le schéma que vous avez devant vous, elle est à droite. C'est la partie qui tombe. Et c'est la partie droite qui est paralysée. Donc ça, c'est une paralysie de la face. Vous avez l'épreuve d'extension des membres supérieurs. Je n'ai pas trouvé de dessin pour vous la mettre, mais cela consiste tout simplement à demander à la victime d'étendre les mains devant elle, d'écarter les doigts et de mettre les paumes de main vers le bas. Soit vous lui mettez les mains comme ça, s'il n'y arrive pas, soit vous lui demandez de mettre les mains comme ceci et de maintenir pendant 10 secondes. Et vous voyez si vous avez une chute de la main qui est brutale, qui est lente, qui siège au niveau de la partie proximale ou distale du membre supérieur. C'est donc cette paralysie motrice que vous allez rechercher parce que des fois, elle n'est pas si évidente que ça. Et c'est cette épreuve-là qui va vous montrer que vous avez un côté qui descend plus que l'autre. Arm correspond à bras en anglais, leg pour le membre inférieur, on va y revenir tout à l'heure dans les scorings. Et puis vous avez en même temps la perte de la sensibilité. Hein. Lorsque vous avez ce trouble moteur, cherchez la sensibilité au niveau du membre qui est atteint pour savoir si la victime sent aussi quand on la touche. Parce que c'est parfois associé, hein. C'est parfois la même artère qui est bouchée d'ailleurs. Deuxième épreuve que l'on fait, c'est l'analyse de la vue. On n'a pas tendance à la faire parce que on verra pourquoi tout à l'heure. L'analyse de la vue, c'est la perte de la vision d'un œil. C'est ce qu'on appelle la cécité unilatérale. Tout simplement, il faut demander à la personne de boucher un œil, vous lui bouchez un œil et vous lui demandez combien vous avez de doigts pour voir si elle voit bien du côté droit, puis vous faites la même chose de l'œil gauche pour voir si vous avez une perte de la vue. Vous avez là une perte du champ visuel. Le champ visuel, c'est quoi? En fait, c'est votre champ, c'est les deux yeux que vous avez. Vous voyez là, actuellement, vous me voyez avec dans votre champ visuel de façon horizontale. Vous me voyez de façon horizontale. Voilà. Alors, il faut savoir que vos yeux, excusez-moi, se croisent. Hein. C'est assez compliqué, mais on peut analyser, par exemple, si vous demandez à la victime de bien regarder en face et de lui demander si elle voit les doigts bouger en les faisant déplacer de façon en haut, en bas et de façon externe. Et si elle ne voit pas d'un côté, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une hémianopsie, c'est-à-dire une perte de la vision d'un côté du champ visuel. Il y a un côté du champ visuel qu'on ne voit pas. Et ça, c'est assez spécifique, notamment quand c'est ou à droite ou à gauche, c'est assez spécifique des accidents vasculaires cérébraux. Et puis ensuite, vous avez la vue double qui traduit une atteinte des muscles de l'œil, qui est à l'origine d'une vue double, qui en plus provient d'une zone différente du cerveau. Vous avez ensuite l'épreuve de la répétition de la phrase, qui permet d'analyser les troubles de la parole. Je vous en ai parlé tout à l'heure des centres de la parole. Vous lui demandez de répéter une phrase, n'importe quelle phrase, et je vous ai mis ici, on n'apprend pas un singe à faire une grimace, mais vous pouvez lui demander de répéter tout, mais même en lui demandant quel est votre âge, où est-ce qu'on est, etc., vous allez voir comment la personne va vous parler. Et là, vous avez deux types ce qu'on appelle de dysarthrie ou d'aphasie, c'est-à-dire de difficulté de parole. Vous avez ce qu'on appelle la difficulté de parole qui est liée à une atteinte motrice, c'est-à-dire on a du mal à dire les mots. La personne, elle a envie de les dire, mais il n'arrive pas à sortir les mots. C'est ce qu'on appelle l'aphasie de Broca. Alors, si vous pouvez après récupérer le diaporama, si vous cliquez sur aphasie de Broca, vous aurez une petite vidéo, vous avez un patient qui présente cette aphasie, et vous allez voir ce qu'il dit, et vous pourrez le comparer à la deuxième autre type d'aphasie, qui est une difficulté de compréhension. Le patient ne comprend pas, mais par contre n'a pas de problème pour parler. Donc, il ne comprend pas, mais il dit n'importe quoi. On appelle ça la jargonaphasie. À la place de dire, vous lui dites, répétez, la bouteille est sur la table, il aura du mal, il dira la boutelette est sur la table. Donc vous voyez qu'il déforme les mots, et il peut parler, mais en déformant les mots, parce qu'il y a un trouble de la compréhension. Et bien c'est dans la partie postérieure du cerveau que ça se situe, et bien c'est deux artères différentes qui sont bouchées, et ça c'est intéressant pour savoir à quel niveau se situe l'accident vasculaire cérébral. Attention, ces signes surviennent soudainement, leur intensité peut être d'emblée maximale ou s'accentuer. Au départ, il a juste un petit AVC, puis en plus une paralysie rapide, puis ensuite il va perdre connaissance. Il va présenter donc parfois une aggravation très rapide qui peut à l'heure aller jusqu'au décès.
Les AVC peuvent survenir pendant le sommeil. Et donc, lorsque la victime se réveille le matin, on ne sait souvent pas à quel moment a survenu l'AVC. On va prendre à ce moment-là l'heure du réveil. Et il y a parfois des agressés qui régressent un peu. Ce sont les accidents ischémiques cérébro-transitoires, on en a parlé tout à l'heure. Avez-vous entendu parler du FAST? Et ma question est la suivante. Le FAST est un score de reconnaissance de l'AVC. Il est destiné aux secouristes et personnel médical, il est destiné à tous. Il veut dire Face Arm Speech Test, et là je vais vous faire appel à vos aptitudes à parler anglais, ou il veut dire Face Arm Speech Time. Ça mitraille des clics. On a pour l'instant 275 votants. 69% nous disent qu'il veut dire Face Arm Speech Time, avec mon accent English, of course. 48% disent destiné à tous. 31%, 32% disent destiné aux secouristes et personnel médical. Et 27% nous disent que ça veut dire Face Arm Speech Test. Très bien. Alors, bon, ça, c'est de l'histoire, en fait. Le score FAST, j'essaie que j'enlève le truc pour que ça fonctionne, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà. Le score FAST, en fait, il est destiné à tous. En fait, il a été développé aux États-Unis pour lutter contre l'accident. Et nous avons perdu Daniel, je crois. Je sais pas Vasculaire si... cérébrale, c'est une campagne qui a une déformation de la face, s'il a du mal à attraper les objets, et s'il présente un trouble de la parole, à ce moment-là, c'est un accident vasculaire cérébral, il faut rapidement aller à l'hôpital. Et c'est pour ça que ça voulait dire, bien sûr, vous l'avez compris, face, arm, speech, time. Time, c'est il faut rapidement aller à l'hôpital. Suite aux difficultés que l'on a rencontrées en ce qui concerne la connexion, nous voulions vous proposer donc et nous avons réenregistré la dernière partie de cette présentation qui porte sur l'accident vasculaire cérébral. Et ensuite, nous allons répondre aux différentes questions qui nous ont été posées. Donc, les difficultés de connexion sont apparues à peu près au moment où j'ai abordé le problème donc, du score. Lorsque vous réalisez votre bilan secouriste, lorsque vous arrivez à la dernière partie qui est le scoring, il existe de nombreux scores dans l'accident vasculaire cérébral. Le plus connu, c'est le FAST. C'est un score donc qui a été développé aux États-Unis il y a plusieurs années pour lutter contre les conséquences et les effets néfastes de l'AVC suite à l'apparition de nouveaux traitements de prise en charge de l'AVC qui nécessitent une prise en charge rapide, et ça nous l'avons dit. Le FAST est destiné à tout le monde, c'est en fait une campagne publicitaire qui consiste à dire si vous avez une personne qui brutalement devant vous présente une déformation de la face, a des difficultés à saisir les objets ou à utiliser ses membres. Si elle présente des difficultés de la parole, attention, il peut s'agir d'un accident vasculaire cérébral, il faut aller vite et notamment appeler les secours, car si c'est un AVC, il va falloir intervenir rapidement. Ce FAST actuellement est un petit peu amélioré et des nouvelles études portent sur une campagne qui est plutôt basée sur ce qu'on appelle le BIFAST, dans lequel on va rajouter 2 signes que l'on a vus en ce qui concerne l'accident vasculaire cérébral et qui sont des signes importants, donc notamment les troubles de l'équilibre, les vertiges, les céphalées et la sensation donc de malaise, et puis deuxièmement les troubles de la vision, voire la perte de la vue d'un œil comme on vient de le voir. Donc ces 2 signes ont été rajoutés, si vous voulez, dans ce score de l'AVC. Pour les secouristes, on a développé de nombreux scores, le FAST, le MAS, le KPSS, le CPSS, le BIFAST, le MEDPAX, le FASTER, le LAPS, le PREAST, OPS, Rosier, tout ça, ce sont des scores de l'AVC qui ont été développés par différentes équipes hospitalières et d'études, notamment dans le milieu préhospitalier, et qui sont souvent destinés effectivement aux équipiers secouristes. L'un des plus connus, donc, c'est le LAPS, c'est d'ailleurs à peu près celui vers lequel on se rapproche le plus, qui consiste finalement sur place à rechercher les signes, et lorsque l'on répond oui à toutes les questions de ce protocole, à ce moment-là, le malade est orienté vers un centre, vers une unité neurovasculaire. Alors, c'est un score qui est utilisé bien sûr dans les pays anglo-saxons parce que le dispositif de secours préhospitalier n'est pas le même qu'en France, et il existe des accords entre les services de neurologie et les services préhospitaliers pour que lorsque l'on a des signes positifs, le malade soit directement amené dans un service de neurologie spécialisé. Ce n'est pas le cas en France puisqu'on bénéficie, vous le savez, d'une régulation médicale. Donc lorsque vous passez
votre bilan. Vous avez là les éléments essentiels d'ailleurs que l'on retrouve dans le LAPS et auxquels vous devez répondre, si vous voulez, à ces questions, vous devez être capable d'y répondre lorsque l'on va vous interroger par la régulation. Notamment l'âge de la victime, si il existait une crise convulsive qui a précédé l'apparition des signes cliniques d'AVC, parce que ça peut être des signes post-crise. Le délai d'apparition des signes, ce qui est important, car vous avez vu que le délai entre le moment d'apparition de l'AVC et le moment du traitement sont absolument importants, il faut aller très vite, donc il faut connaître ce délai. L'état ambulatoire du patient avant que l'AVC ne survienne, son niveau de glycémie, s'il a des troubles de la parole, de la vision, s'il présente une déformation de la face, notamment lorsqu'il fait un sourire ou une grimace, et s'il existe une paralysie motrice des membres supérieurs ou des membres inférieurs que vous recherchez grâce à l'épreuve de l'épreuve d'extraction des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Dans ce bilan, vous êtes mis bien sûr en contact et en relation avec le médecin régulateur du centre 15. Et ce qui est important dans le cadre des AVC, c'est que vous pouvez être mis en conférence à 3 avec le responsable, en tout cas le médecin qui est de garde ou d'astreinte au niveau du centre de neurologie, c'est-à-dire de l'unité neurovasculaire, ce que les anglo-saxons appellent les stroke centers. Et le neurologue peut vous poser des questions qui sont très spécifiques, notamment sur les signes cliniques ou sur l'histoire de la maladie présentée par votre victime, pour décider à quel endroit, en fait, la victime va être hospitalisée. Si la victime ne présente pas de détresse vitale, l'hospitalisation se fera non médicalisée directement, éventuellement vers un centre spécialisé. D'où l'intérêt de bien avoir examiné la victime, de bien connaître les signes et les symptômes présentés par la victime pour pouvoir les retranscrire et les décrire lors du passage de votre bilan. En ce qui concerne la conduite à tenir, elle est relativement simple et, j'allais dire, générale. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que si vous avez une victime qui perd connaissance, ce que l'on rencontre notamment lorsque vous avez des accidents vasculaires cérébraux qui touchent le tronc cérébral ou la partie interne donc du cerveau, il faut libérer les voies aériennes et vérifier bien sûr que la victime respire. C'est la conduite à tenir classique que vous connaissez bien. Si la victime ventile normalement, dans ce cas-là, vous avez une victime qui présente une affection médicale, vous devez l'installer en position latérale de sécurité, parce que ce genre de patient présente souvent des troubles, ce qu'on appelle de l'airway, c'est-à-dire du passage de l'air dans les voies aériennes supérieures, et notamment des troubles de la déglutition, ce qui favorise le risque d'inhalation. Donc il faut surtout surveiller la ventilation, se tenir prêt à réaliser une aspiration si le patient vomit, et puis administrer de l'oxygène si vous avez une SpO2 qui est inférieure à 94%, pour éviter une hypoxie. Cependant, on recommande, en tout cas dans le cadre de la détresse neurologique, de n'administrer de l'oxygène qu'après une mesure de la SpO2. Bien sûr, si la victime ne ventile plus, ne ventile pas correctement, vous devez pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, et ça, vous le savez. Lorsque la victime est consciente, si elle présente des signes d'un AVC, pour la transporter et la mener à l'hôpital, vous devez l'installer dans une position strictement horizontale. Il existe plusieurs types de positions. On a pu préconiser différents types de positions dans l'accident vasculaire cérébral pour l'instant. Tant qu'on n'en connaît pas la nature, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas réalisé notamment un IRM ou un scanner, on laisse la victime dans une position strictement horizontale, soit sur le dos, soit sur le côté, par exemple, si elle a des vomissements. Là aussi, on administre de l'oxygène que si l'on constate une baisse de la SpO2 inférieure à 94%. Au-dessus de 94%, on n'administre pas de l'oxygène, car si vous administrez de l'oxygène, vous risquez d'entraîner une hyperoxie. En effet, au-delà de 98%, vous augmentez la concentration d'oxygène dissous dans le sang, puisqu'il ne peut plus se fixer sur l'hémoglobine, puisqu'elle est complètement saturée. Et à ce moment-là, vous risquez d'augmenter le taux de radicaux libres, qui sont des radicaux qui sont toxiques pour le cerveau. Naturellement, vous protégez la victime contre le froid si on est en période de froid, contre le chaud si on est en période de chaud. La chaleur et le froid peut avoir un effet, notamment sur les spasmes vasculaires. Et bien sûr, surveiller la victime, son niveau de conscience, la ventilation, parce qu'il peut y avoir une aggravation, le niveau de pression artérielle qui est important, même si vous ne pouvez pas lutter directement ou avoir un effet sur la pression artérielle, il faut connaître le niveau de pression artérielle parce qu'il conditionne la pression de perfusion cérébrale et les conséquences et le devenir de l'accident vasculaire cérébral. Et vous regardez, bien sûr, si les signes persistent, disparaissent, ce qu'on peut rencontrer, par exemple, dans le cas d'un AIT, ou voire s'aggravent. Les victimes de l'AVC, je vous l'ai dit, elles sont idéalement acheminées vers un centre spécialisé, ce qu'on appelle une unité de soins intensifs neurologiques ou une unité neurovasculaire, et la plupart du temps, après accord du médecin régulateur, et le plus souvent, après une conférence à 3 avec le médecin chargé de ce centre spécialisé. Je passe sur la question, mais je vous la donne quand même. La question était devant un homme de 72 ans hypertendu qui présente une perte de connaissance de survenue brutale, sans traumatisme associé et qui respire normalement. Vous devez
4 propositions. Assurer la LVA, la placer en PLS, lui administrer de l'oxygène, ou après l'avoir mis en PLS, mesurer sa SPO2, ou la laisser sur le dos, la mettre en position demi-assise. On a vu que la position, c'était en position strictement horizontale. On a vu que quand la victime avait perdu connaissance, il fallait libérer les voies aériennes et la mettre en position latérale de sécurité. Et on a vu qu'avant d'administrer de l'oxygène, il fallait mesurer la SPO2. Il fallait donc répondre à la deuxième réponse, c'est-à-dire assurer la LVA, la placer en position latérale de sécurité et mesurer sa SPO2. Je vous rappelle, il faut lutter contre l'hypoxie, mais ne pas éviter une hyperoxie. C'est vrai, surtout dans l'AVC, mais aussi dans les maladies cardiovasculaires. Alors, les traitements hospitaliers qui sont proposés, pour information, vous avez soit les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, il y a deux modalités, si vous voulez, thérapeutiques, c'est ce qu'on appelle la thrombolyse, qui consiste à détruire le caillot en injectant un produit dans le sang, et la thrombectomie, qui consiste carrément à enlever le caillot qui bouge. Et dans le cas des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, vous avez la chirurgie essentiellement, d'une part pour évacuer les hématomes qui se sont constitués, et bien sûr traiter la zone qui saigne, par exemple traiter les zones d'anévrisme. Alors en pratique, comment cela se réalise? Voilà, si vous voulez, un exemple d'un accident vasculaire cérébral ischémique qui touche cette artère que vous avez ici. Vous voyez que l'artère que l'on a, c'est l'artère cérébrale moyenne droite est opacifiée, alors que ici, on ne la voit pas du tout. Elle est bouchée à ce niveau-là. Voilà. Quand on injecte un produit, donc on trouve ici une zone toute noire qui est en fait une zone nécrosée du système nerveux. Ça, cette zone, ce sont les neurones qui sont morts à ce niveau-là. Mais quand on injecte, on s'aperçoit qu'il y a toute une zone ici qui reçoit mal du sang. Cette zone à gauche, c'est ce qu'on appelle la zone de pénombre que l'on a vu en début de présentation. C'est de la zone ischémique, alors que toute l'autre zone est correctement vascularisée. Ce qu'il faut, c'est éviter que toute cette zone devienne nécrotique et meure. Pour cela, on injecte un produit donc à l'intérieur du sang. C'est un produit thrombolytique qui va dissoudre le caillot. Vous voyez qu'après quelques heures, voire quelques minutes, le caillot a été dissous et l'artère réapparaît. Votre artère cérébrale moyenne gauche réapparaît. Et quand on regarde la vascularisation du cerveau, on s'aperçoit que la zone de pénombre a disparu et qu'il y a une revascularisation qui est effectuée. Si la revascularisation a été effectuée suffisamment précocement, eh bien, vous comprendrez bien sûr que les neurones ne seront pas encore morts et pourront donc retrouver une activité normale. La deuxième façon d'intervenir, c'est ce que l'on appelle la thrombectomie, qui consiste à glisser à travers l'artère fémorale, à remonter au cerveau, à glisser un cathéter jusqu'au niveau du caillot. Et quand on est au niveau du caillot, eh bien, on va aspirer le caillot pour le faire partir et rétablir la circulation. C'est une technique aussi qui ne peut être faite que pour certaines grosses artères du cerveau, pas pour les toutes petites. Pour les toutes petites, on fera plutôt des thrombolyses, mais pour les grosses, on fera surtout donc l'aspiration du caillot par thrombectomie. D'où l'intérêt de connaître les signes présentés par la victime, car cela nous indique quelle est l'artère qui est lésée, et cela nous permet de savoir s'il faut réaliser une thrombectomie ou pas, assez rapidement. Enfin, pour terminer, lorsque l'on a des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, qui sont liés essentiellement à ces petits points rouges que vous avez ici, qui sont des anévrismes, on va glisser un tuyau, là aussi par l'artère fémorale, jusqu'au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, on peut par exemple glisser à l'intérieur de ces anévrismes des filaments de platine qui vont entraîner une coagulation et qui vont boucher l'anévrisme et arrêter le saignement. La chirurgie peut intervenir, comme je vous l'ai dit aussi, pour évacuer les hématomes, voire pour faire un lien en mettant ce qu'on appelle des clips au niveau de l'anévrisme pour plus que le sang aille dans l'anévrisme et qu'il n'y ait plus d'hémorragie. Voilà donc essentiellement les principaux traitements qui sont réalisés, mais qui doivent être réalisés dans les premières heures, sinon on perd tout l'avantage de la prise en charge rapide de cet accident vasculaire cérébral, car 20% des patients décèdent 1 an après l'accident, donc c'est quand même vraiment un problème de santé publique. 60% des patients vont récupérer leur indépendance après une revascularisation, et 40% des patients, malgré tout, vont garder des séquelles importantes. Et je vous rappelle que c'est quand même une des causes essentielles de handicap moteur acquis en France. Au total, l'accident vasculaire cérébral, c'est un problème majeur de santé publique. Il peut être d'origine ischémique ou hémorragique, je vous le rappelle. Il nécessite un examen rigoureux, vous devez faire un bilan complet pour faciliter sa localisation et donc la prise de décision et pour savoir à quel endroit on transporte le patient. N'oubliez pas que à l'intérieur du cerveau, vous avez les centres vitaux et que s'ils sont atteints, le patient peut présenter une détresse vitale. Vous ne devez pas confondre l'accident vasculaire cérébral avec une hypoglycémie. Il faut toujours réaliser une hypoglycémie et si on le peut, corriger la glycémie si elle est basse. Les patients doivent être installés en position horizontale, qu'ils soient conscients ou pas,
sur le dos ou en PLS. Vous n'administrez pas systématiquement de l'oxygène, mais que si vous avez une SpO2 qui est inférieure à 94%. Enfin, n'oubliez pas de surveiller étroitement vos patients lors de la prise en charge, car l'évolution peut se faire rapidement vers une aggravation, comme parfois aussi vers une amélioration, de surveiller la ventilation et bien sûr son état de conscience, mais aussi la circulation, particulièrement la pression artérielle, qui peut conditionner aussi ensuite le pronostic cérébral de l'accident vasculaire cérébral. Voilà, cette présentation est maintenant terminée et je vous propose maintenant qu'on aborde les différents types de questions qui m'ont été posées. Bien, avant de terminer cette présentation, vous avez posé un certain nombre donc, de questions auxquelles on n'a pas pu répondre et donc je vais m'apprêter à y répondre. Il y a une dizaine de questions donc, qui ont été posées. La première, c'est entre l'accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique, lequel est le plus difficile à prendre en charge? Alors, il faut savoir que la prise en charge, elle n'est pas dépendante de la cause. Donc, qu'il soit ischémique ou hémorragique, la prise en charge sera la même, mais elle dépendra effectivement de l'état dans lequel est la victime, si elle est consciente, si elle n'est pas consciente, si elle présente une altération d'une des fonctions vitales, puisque n'oubliez pas qu'à l'intérieur du cerveau, il y a des zones qui gèrent la fonction vitale. Vous avez les centres de la ventilation, vous avez les centres de la régulation de la circulation, et vous avez les centres de la vigilance, vous avez toutes les zones qui permettent d'assurer donc la déglutition. Tout ça, lorsque c'est touché, effectivement, ça peut entraîner des détresses. Donc, en fait, vous avez à prendre en charge une détresse. Donc, votre bilan identifie éventuellement une détresse et vous répondez à votre détresse avec les conduites à tenir que vous connaissez bien. Mais donc, la prise en charge, en tout cas, pour le secouriste, est la même que l'AVC soit ischémique et hémorragique. Après, la prise en charge hospitalière, à partir du moment où on a fait le diagnostic, est bien sûr tout à fait différente, puisque les modalités thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Deuxième question, existe-t-il une conduite à tenir différente selon si l'AVC est hémorragique ou ischémique? C'est exactement la même chose que je viens de vous dire, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en fonction de la cause. Ce sont les conséquences de l'AVC ischémique ou hémorragique qui sont à prendre en compte lorsque vous décidez de la prise en charge. Troisième question, comment peut-on avoir un AVC ischémique alors qu'il y a des ponts entre les artères? Je m'attendais un petit peu à cette question. Je vous ai dit que les collatérales et les ponts qui existent entre les différentes artères étaient d'autant plus fonctionnels que l'obstruction se fait très progressivement dans le temps. Pourquoi? Parce que ces anastomoses ne sont pas fonctionnelles systématiquement. Mais c'est lorsque, effectivement, il y a un début d'obstruction qui commence à apparaître, et sous le jeu des pressions, qu'à ce moment-là, ces anastomoses vont s'ouvrir et vont devenir fonctionnelles. Vous comprenez donc que si l'AVC est brutal, eh bien, les anastomoses n'auront pas le temps de se développer. Et donc, vous allez avoir un accident vasculaire cérébral important. Maintenant, même si ces anastomoses sont fonctionnelles, elles n'empêchent pas l'accident vasculaire cérébral. Il sera moins grave, moins étendu, mais en tout cas, il y aura toujours quand même des manifestations ou des signes cliniques. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que les anastomoses qui existent sont très différentes en fonction des individus. Et je vous ai parlé tout à l'heure du polygone du Willis. Alors, ne retenez pas le nom, hein, parce que ça n'a pas grand intérêt, mais ce fameux polygone de Willis, quand on l'étudie, quand on le compare entre différents types de personnes, on s'aperçoit qu'ils ont des aspects totalement différents et qu'on voit qu'il y a des collatérales qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas en fonction des individus, donc ça dépend. Quatrième question, la régénération des neurones se fait-elle tout au long de la vie? Normalement, non. On a un certain nombre de neurones à la naissance, et il n'y en aura pas plus parce que les cellules du système nerveux ne se multiplient pas, ou excessivement peu. Il y a quelques études actuellement qui sortent là-dessus, mais en tout cas pas beaucoup. Et tout au long de la vie, on perd des neurones, tout au long de la vie. Voilà. Y a-t-il un intérêt pour la perfusion cérébrale de mettre la victime en position allongée et jambes surélevées? En ce qui concerne la position de la victime, il existe peu d'études qui ont été faites sur la position de la victime en préhospitalier. Les études qui ont été faites, notamment dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral, ont pu proposer plusieurs types de positions, notamment la position allongée, voire la position demi-assise ou tête surélevée à 30 degrés, notamment pour les AVC ischémiques, pour diminuer l'hypertension intracrânienne. Ça, ce n'est valable, mais que lorsque l'on connaît la cause de l'accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire, il faut savoir s'il est hémorragique ou ischémique. Et encore, on ne connaît pas très bien les effets en fait de la position allongée stricte ou position tête surélevée à 30%. En comparaison, il n'y a pas beaucoup d'études qui existent dessus. C'est pour ça que, avec les neurologues, tant qu'on ne sait pas
quelle est la cause exacte, et éventuellement, surtout tant que l'on n'a pas traité ou commencé à traiter le patient, on le laisse en position strictement horizontale. Après, on modifiera les types de positions, et après, à l'hôpital, effectivement, il y a beaucoup plus d'études qui portent sur la position des patients lorsqu'ils sont maintenus dans un lit après une prise en charge d'un accident vasculaire cérébral. Sixième question, en France, on parle de FAST. Peut-on réaliser le BIFAST? Oui, on peut réaliser le BIFAST. Il y a plusieurs études actuellement qui sortent sur le BIFAST. L'inconvénient du FAST, je vous l'ai dit, c'est d'une part de ne pas prendre en compte les troubles les troubles à la marche, les vertiges, les céphalées importantes que l'on peut rencontrer et qui sont des signes d'accidents vasculaires cérébraux, qui nous permettent en tout cas de faire suspecter un accident vasculaire cérébral, et les troubles de la vue, qui ne sont pas dans le FAST. Donc je trouve que c'est intéressant de rajouter ces troubles-là, si on peut s'en souvenir, c'est quand même bien. Septième question, quels sont les risques de l'AVC chez la femme enceinte? Alors, il existe des accidents vasculaires cérébraux chez la femme enceinte, d'une part parce qu'elle peut avoir des antécédents qui facilitent l'AVC même avant la grossesse, et puis ensuite les modifications physiologiques entraînées par la grossesse sont aussi des facteurs qui peuvent favoriser la survenue en fait, et la survenue de l'accident vasculaire cérébral, notamment dans les crises hypertensives que l'on peut rencontrer dans l'accident vasculaire cérébral. Dans la prise en charge, alors les risques bien sûr pour la femme elle-même, ce sont les mêmes bien sûr que ceux d'une personne classique qui présente un accident vasculaire cérébral, et sa prise en charge, bien sûr, c'est la même. Je vous rappelle que la priorité, c'est la santé de la mère, donc il faut traiter la mère en priorité, bien sûr. On va à ce moment-là la prendre en charge, j'allais dire classiquement, mais de façon très étroite, en jumelant une prise en charge à la fois obstétrique et neurologique. Et une femme enceinte qui présente des signes d'accident vasculaire cérébral va systématiquement dans un service dans une unité neurovasculaire pour essayer de désobstruer le plus rapidement possible effectivement l'artère. Et ensuite, effectivement, on effectuera une analyse de l'état du fœtus pour voir finalement quel devenir éventuellement on va donner et quelle suite on va donner à cette grossesse. Huitième question, lorsque nous avons des éléments faisant suspecter un AVC, faut-il immédiatement appeler le SAMU 115 ou rechercher plus précisément d'abord la partie du cerveau touchée en poursuivant le bilan complémentaire? Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose, est-ce qu'il faut appeler de suite ou continuer le bilan? En fait, en pratique, souvent, tout se fait en même temps. Vous êtes en équipe, bien souvent on fait le numéro du 15, la réponse n'est pas toujours immédiate, mais ce qui est certain, c'est que devant des signes d'accident vasculaire cérébral, tous les signes que normalement vous devez rechercher à l'examen complémentaire, on va vous les demander. On va vous demander si la victime a des troubles de la vue, on va vous demander si, lorsqu'elle fait la grimace, vous avez une chute d'un côté de la face. On va vous demander, lorsque vous étendez les membres supérieurs, s'il y en a un qui tombe plus rapidement que l'autre, etc. On va vous demander s'il y a des troubles de la parole et comment il parle. Donc, tout ceci vous sera demandé. Alors, bien sûr, il faut appeler le 15 le plus rapidement possible, ce qui vous permettra notamment de limiter les délais d'attente et en même temps, bien sûr, de réaliser ces gestes. Vous savez, même parfois le neurologue qui est au bout du fil, si vous êtes en conférence à 3, va vous demander de faire des tests que vous ne connaissez pas, dont on ne nous a pas parlé, mais qui lui sont importants pour décider de la conduite à tenir. Et même parfois, il va vous demander de lui passer le patient ou sa famille, parce qu'il va poser un certain nombre de questions, notamment sur l'état antérieur du sujet, sur comment est survenu, comment on a découvert le patient, en particulier pour les AVC nocturnes. Tout ceci sont intéressants pour décider de la conduite à tenir. Donc ne vous offusquez pas. En tout cas, parfois, ils demandent effectivement d'avoir les patients quand on peut les leur passer. S'ils ont la possibilité de parler et de tenir le téléphone, eh bien c'est ce qu'il faudra faire. L'accident vasculaire cérébral peut provoquer des troubles de la conscience. Existe-t-il des mesures spécifiques de gestion des voies aériennes? Non, c'est la mesure classique. On est là réellement dans le cadre de la perte de connaissance chez le sujet qui n'avait pas de traumatisme. La survenue d'une perte de conscience brutale, la première cause de la perte de connaissance brutale qui survient chez un sujet sans traumatisme, c'est l'accident vasculaire cérébral. On est là vraiment dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Le risque, bien sûr, c'est un ralentissement de la ventilation s'il y a une atteinte des centres ventilatoires et un arrêt de la ventilation, mais aussi le risque, ce sont des troubles de la déglutition et avec une augmentation du risque de passage du liquide gastrique dans les poumons, c'est ce qu'on appelle l'inhalation.
D'où la nécessité de garder ces sujets en position latérale de sécurité après avoir libéré les voies aériennes, de bien contrôler qui ventile et d'avoir préparé l'aspirateur de mucosité pour aspirer des sécrétions et particulièrement des vomissements si jamais ils surviennent. Enfin, la dernière question. Pour déceler une anomalie de l'extension des membres supérieurs, il était noté de faire fermer puis tendre les bras. Y a-t-il une nécessité de faire fermer les yeux à la victime? Alors, c'est vrai que ça a été dit, ça a même été écrit, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas retrouvé dans la littérature l'importance de faire fermer les yeux pour cette épreuve-là. Quand on a une atteinte du cortex moteur, que vous fermiez les yeux, que vous les laissiez ouverts, ça ne changera pas le résultat de votre test d'extension des membres supérieurs, des membres inférieurs. Donc, non, ce n'est pas forcément nécessaire de faire fermer les yeux. Attention lorsque vous faites fermer les yeux d'une victime, en particulier qui est suspecte d'un accident vasculaire cérébral et qui présente des troubles de l'équilibre. Pour nous équilibrer, on utilise différents sens, donc notamment, vous le savez, l'oreille qui intervient beaucoup dans l'équilibre de l'individu, mais aussi les yeux. Donc, si vous avez un trouble ou une altération des mécanismes qui vous permettent de vous équilibrer au niveau de l'oreille interne, à cause de l'accident vasculaire cérébral, qui peut siéger dans certaines zones du cerveau qui correspondent justement à votre oreille, et au dispositif qui vous permet de vous équilibrer, à ce moment-là, l'organisme va compenser en s'équilibrant avec les yeux, en regardant. Si vous faites fermer les yeux, vous supprimez ce mécanisme d'équilibre, et si la victime est debout, elle risque de chuter. Donc, en tout cas, lorsque vous faites fermer les yeux, ne le faites jamais chez une personne qui est debout, toujours en position assise, en prenant soin qu'elle ne tombe pas, ou en position allongée. En tout cas, il n'y a pas de nécessité à faire fermer les yeux de la victime lorsque vous réalisez l'épreuve d'extension des membres supérieurs. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Je renouvelle toutes nos excuses pour les problèmes de connexion que nous avons eus hier. J'espère que malgré tout, ça n'aura pas altéré l'intérêt, en tout cas, de cette visioconférence. Je vous remercie en tout cas tous pour votre écoute, pour votre participation à ces visioconférences. Puis je vous souhaite pour cette fin d'année de très bonnes fêtes de fin d'année pour vous et votre famille. Je vous remercie et à la prochaine visioconférence.